Le XIIe siècle a donné naissance à une légende littéraire d'une exceptionnelle richesse. De la littérature au cinéma, du Moyen-Âge à nos jours, des enfants aux adultes, le Graal passionne, inspire et enchante. On doit cette prolifique invention à Chrétien de Troyes qui, entre 1180 et 1190, compose le Conte du Graal. Un récit plein de mystères, notamment entretenu par le fait qu'il restera inachevé. Un récit aussi qui lancera une longue tradition littéraire. Jacques Roubaud s'inscrit dans cette réécriture arthurienne. Poète, essayiste, critique, traducteur, mais aussi mathématicien et membre pilier de l'Oulipo, Jacques Roubaud publie, entre autres, Graal Fiction en 1978 et Graal Théâtre en collaboration avec Florence Delay entre 1977 et 2005. Laetitia Dain a dédié sa thèse à la manière dont Jacques Roubaud revisite la matière du Graal. Entre fidélité aux textes médiévaux et liberté créative, le tout en y intégrant une réflexion sur les processus de création des romans postmodernes. À travers une approche intertextuelle, Laetitia Dain met en lumière les tensions entre passé et présent, mémoire et oubli, unité et diversité, fidélité et transformation du récit arthurien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la Faculté des Lettres de l'Université de Lausanne. Laetitia Dain, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître assistante en littérature médiévale à la section de français de la Faculté des Lettres et membre du Centre d'études médiévales et post-médiévales de l'Université de Lausanne. Votre thèse s'intitule « La légende du Graal chez Jacques Roubaud, une réécriture diverse et unifiante ». Elle vient d'être publiée aux éditions Draw. Alors, des réécritures du Graal, il y en a pléthore. Pourquoi vous êtes-vous spécifiquement intéressée à celle de Jacques Roubaud ? Alors, celle de Jacques Roubaud, vous l'avez dit, est sortie en 2005. Enfin, en tout cas, la version finale est sortie en 2005. Donc, quand j'allais commencer ma thèse, c'était un texte finalement relativement récent, qui avait entre 5 et 7 ans. Donc déjà, c'était un terrain vraiment nouveau pour l'investigation. Cette réécriture de la légende du Graal se démarque aussi. Alors, c'est certes du théâtre, on a déjà eu effectivement des réécritures du Graal adaptées pour la scène, mais celle-ci avait quelque chose de plus, c'était surtout sa particularité ludique et humoristique, tout en étant très érudite. Comment est-ce que Jacques Roubaud va s'approprier la matière de la légende du Graal ? Avant de réécrire cette matière du Graal, il va surtout l'étudier. On lui a donné aussi le titre de médiéviste pratiquant, c'est-à-dire qu'il connaît très bien les textes, il connaît très bien les sources. Il connaît aussi très bien les textes critiques sur cette légende du Graal. Avant même de réécrire, il y a tout ce travail de compréhension, de recherche, pour décortiquer vraiment tous les mécanismes de composition de cette légende. Et il va réutiliser ces mécanismes pour en faire œuvre nouvelle. Mais effectivement, qui paraît, en tout cas pour nous, lecteurs modèles, très original. Mais finalement, lorsqu'on décortique ce texte, on n'est pas dans l'invention, mais vraiment dans la récupération ou dans le recyclage de mécanismes d'écriture qui sont propres au Moyen-Âge. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a déjà une chose, c'est que la légende du Graal de Jacques Roubaud a été écrite sur environ une trentaine d'années, donc de 1977 à 2005. Elle n'a pas été écrite de manière linéaire. On a plutôt commencé par le milieu pour ensuite écrire le début et enfin écrire la fin. Et en réalité, la légende du Graal au Moyen-Âge suit ce même principe. Elle est écrite et réécrite au fil des années et au fil des siècles. Et on va commencer par un épisode, vous avez parlé de Chrétien de Troyes, donc effectivement, on commence avec ce conte du Graal de Chrétien de Troyes, entre autres parce qu'on a les personnages arthuriens dans les autres textes de Chrétien de Troyes, mais la quête du Graal, effectivement, commence avec ce texte-là. Et puis, à partir de ce texte de Chrétien de Troyes, on va en proposer une continuation. Et il y a ce mystère du Graal, de qu'est-ce qu'est le Graal,
qui va donc être christianisé au XIIIe siècle par Robert de Boron. Et on va donc écrire le préquel, donc ce qui se passe avant, enfin comment est-ce que tout d'un coup ce Graal arrive là, comment est-ce que cette quête du Graal commence, qui sont ces personnages qu'on connaît, tels que Gauvin, tels que Lancelot, tels qu'Arthur. Donc on va écrire les origines de ces personnages pour ensuite reprendre cette trame narrative et enfin écrire la fin du royaume de l'ogre, enfin la chute du royaume arthurien. Donc ça, c'est un premier mécanisme, disons, de réécriture, c'est-à-dire de suivre un peu cet ordre qui n'est pas du tout linéaire. Et à partir de 1977, Jacques Roubaud et Florence Delay, parce que c'est un texte qui est coécrit, donc n'oublions pas Florence Delay non plus, vont écrire effectivement plutôt les aventures de Merlin, de Gauvin, pour ensuite écrire les origines bibliques de ce Graal avec Joseph d'Arimathie, et puis ensuite enchaîner sur ce qui se passe lorsque la quête est lancée, les amours entre Lancelot et Guenièvre, la fée Morgane, etc., pour arriver à cette fin des temps aventureux qui implique la chute du royaume du roi Arthur. Cette réécriture dans l'ordre dans lequel, effectivement, l'original a été écrit, c'est quelque chose qui est fait sciemment de la part de Jacques Roubaud. Alors oui et non, je dirais. Donc effectivement, le fait de commencer plutôt par Merlin, Gauvin, etc., oui, ça a été voulu. Après, une chose qui est, disons, pas du tout calculée ou voulue, mais qui fait vraiment partie des aléas de la vie, donc de l'écriture, c'est que Jacques Roubaud et Florence Delay entretenaient une relation. Et disons que l'écriture du texte s'est arrêtée en même temps que la relation. Et c'est les éditions Gallimard qui, quelques années plus tard, ont demandé à Jacques Roubaud et Florence Delay de reprendre cette réécriture. Finalement, si on a cette temporalité d'environ 30 années, ça n'a pas été fait exprès. Mais ce qui est intéressant, c'est que on a tout d'un coup une temporalité qui est similaire par rapport à l'écriture de la légende du Graal, et qui, voilà, l'écriture de la légende du Graal au Moyen-Âge n'a pas, c'est fait aussi de manière un peu aléatoire, hasardeuse. Donc on a finalement, sans le vouloir, quelque chose qui s'en rapproche. Et le fait qu'on ait une écriture à deux voix, est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui se rapproche du procédé médiéval ? Le fait qu'il n'y ait pas qu'un auteur, le fait qu'il y ait plusieurs auteurs, donc là aussi, on se rapproche du procédé médiéval, que ce soit par cette légende du Graal qui a été écrite à plusieurs mains, mais aussi par rapport, si on se place dans la diégèse, donc c'est-à-dire dans l'histoire de la légende du Graal elle-même. Donc les textes nous disent que l'histoire du Graal est dictée par Merlin, et c'est Blaise, donc le père Blaise, qui va mettre par écrit cette légende. Donc, même au sein du texte, où l'histoire s'écrit d'elle-même ou se raconte d'elle-même, on a deux figures d'autoritas, en fait, qui détiennent cette autorité du texte et de l'écriture, incarnée par Merlin et Blaise le scribe. D'ailleurs, Jacques Roubaud et Florence Delay se présentent eux-mêmes en tant que scribes. Donc il y a aussi tout un jeu avec cette auctorialité. Dans les articles et entretiens qu'on a de Florence Delay et Jacques Roubaud, on sait aussi que toutes les répliques, puisque c'est une œuvre de théâtre, ont été dites avant d'être transcrites. Donc on passe par ce processus d'oralité avant la mise par écrit, et là on a de nouveau un autre procédé de création du Moyen-Âge, que la littérature passe à la fois par la voix, par l'oralité, mais aussi par l'écrit, par le texte. Et on parle justement de cette vocalité des textes où on peut retrouver cette oralité du Moyen-Âge. C'est une composition à deux et qui s'est faite oralement.
Nous avons rassemblé les matériaux, on a décidé de la façon dont ça serait construit dans chaque scène, bien sûr l'architecture d'ensemble, ce que contiendrait chaque scène, mais ce qui est écrit est quelque chose qui a d'abord été discuté oralement. Voilà, c'est très important. Les textes médiévaux sont des textes qui sont transportés, même quand ils sont notés en manuscrit, ils sont transportés par la voix. Les conteurs viennent dans les cours et les racontent. C'est la voix. Donc nous avons travaillé en parlant. Voilà. On a beaucoup parlé de comment Jacques Roubaud s'inscrivait dans la tradition de la littérature médiévale et de la réécriture du Graal. Est-ce qu'il l'a trahi aussi à certains égards ? Je ne pense pas qu'on puisse trahir la légende du Graal dans le sens où il y a tellement de réécritures et de versions. En fait, je pense qu'on peut la trahir si on essaye absolument d'aller rechercher la version originale, de se dire ah, mais c'est comme ça et pas autrement. Et le fait de la réécrire, de la modifier, on est à l'antithèse de la trahison, en fait. C'est là où on se rapproche beaucoup plus des auteurs du Moyen-Âge. Jacques Roubaud a aussi cette spécificité qu'il s'auto-réécrit. Dans ma thèse, je parle de ce phénomène d'auto-réécriture. On peut comprendre cette notion d'auto-réécriture de différentes façons. Effectivement, ça peut être une écriture de soi. Et quand on étudie Roubaud, on pourrait l'interpréter de la sorte parce qu'il y a un certain nombre de récits qui sont autobiographiques, en tout cas autobiographiques par rapport à sa pratique d'écrivain et d'oulipien. On peut penser que l'auto-réécriture, c'est de réécrire un texte pour l'améliorer, ou différentes éditions d'un même texte. Alors là aussi, ça peut être interprété de la sorte chez Jacques Roubaud, parce qu'avec Graal Théâtre, on a les premières pièces qui ont été éditées en 1977 et qui ont été rééditées en 2005 avec quelques modifications. L'auto-réécriture pourrait être entendue dans ce sens-là. Mais moi, lorsque je parle d'auto-réécriture, c'est essentiellement soit des passages qui sont vraiment réécrits d'un texte à l'autre, ou dans une même œuvre telle que Graal Théâtre, ces passages répétitifs qui montrent un peu cette jonction d'entrelacement. Mais il y a vraiment tout un parcours de communication qui s'établit entre les écrits de Jacques Roubaud et qu'on retrouve essentiellement dans les différents écrits médiévalistes où on a vraiment une trame narrative empruntée directement au texte du Moyen-Âge, soit parce qu'on fait écho à un épisode qui s'est déroulé dans un autre texte, soit parce qu'on va réécrire un épisode. Et ça, on l'a par exemple dans Graal Théâtre, lorsque Arthur doit aller chercher une femme, c'est-à-dire Guenièvre. Dans Graal Théâtre, on a une vision plutôt centrée sur Arthur et Merlin et la nécessité de trouver une femme pour un roi, en fait, quand un roi ne peut pas être sans reine. Et il y a une réécriture de cette légende arthurienne pour les enfants, où là, c'est assez intéressant parce qu'on a moins la vision d'Arthur et de Merlin, mais on a la vision de Guenièvre. Et une vision un peu plus romantisée d'avoir un mari, etc. Donc c'est assez intéressant la manière dont c'est fait. On a effectivement la même scène, le même épisode, mais avec des perspectives différentes. On l'a dit, il y a presque 30 ans entre la première sortie de Graal Théâtre et la dernière complète de 2005. Est-ce qu'il y a aussi un processus de réécriture de ce qui avait été rédigé en 1977 ? Oui, il y en a un qui est même très intéressant. Le texte de Jacques Roubaud est très érudit et il introduit aussi des anachronismes. Et dans le texte de 1977, il y a... alors généralement, les anachronismes sont liés à Merlin et Blaise. Alors Merlin, c'est celui qui peut voir l'avenir, donc ça justifie en fait ces anachronismes.
En fait, Blaise, c'est le scribe, hein, c'est celui qui est dans l'esplumoire, enfin, un peu ce bureau. Dans la version de 1977, on peut le contacter par télégramme. Sauf que, bien sûr, en 2005, ce moyen de communication, le télégraphe devient un peu, et même beaucoup obsolète, hein, fait partie du passé. Donc c'est là où l'anachronisme a moins d'impact, disons, ou en tout cas ne fait peut-être pas réagir comme on le souhaiterait. Donc ce moyen de communication est remplacé par l'adresse email blaise.nunterbeland@logre.com, quelque chose de ce style. Et bien sûr, cette incongruité fait vraiment sourire. Vous parlez d'ailleurs d'anachronisme créateur. Est-ce que ça en fait partie? Oui, tout à fait. Ça, c'est un exemple d'anachronisme créateur et d'un anachronisme qui est vraiment très bien réfléchi et vraiment très bien choisi, disons. Après, c'est un texte de fiction, donc effectivement, l'anachronisme n'est pas nécessairement quelque chose de négatif dans la façon dont il est utilisé par Jacques Roubaud, parce qu'il amène cette touche aussi humoristique. Il permet vraiment de jouer entre le présent et le passé. Comme je l'ai dit, ces anachronismes, la plupart sont en lien avec Merlin, où on voit que Merlin a une longueur d'avance sur les autres personnages parce qu'il voit le futur. Et à chaque fois, lorsque Merlin énonce quelque chose qui est de l'ordre de l'anachronisme, il dit « Ah oui, mais vous ne pouvez pas comprendre parce que… » Voilà, parce qu'on n'y est pas encore. Donc, il y a toujours ce jeu et bien sûr, c'est quelque chose qui va faire sourire le lecteur. Est-ce que les textes de Roubaud sont drôles? Les textes de Roubaud sont drôles. En tout cas, ils sont ludiques. Effectivement, il y a quelque chose qui est de l'ordre du jeu. Il y a une certaine, ou en tout cas une impression d'une certaine légèreté. Il y a bien sûr des choses qui sont drôles et qui font sourire. Mais là encore, derrière ce rire, qui n'est pas du tout un rire gras, mais c'est vraiment un rire érudit, il y a vraiment tout un savoir qui se cache derrière. On va jouer avec des références. Donc, il y a ce plaisir-là. Enfin, il y a vraiment un rire très intellectuel, j'ai envie de dire, qui va faire en sorte que le lecteur est toujours actif dans sa lecture. Il y a toujours des énigmes à résoudre ou des choses à reconnaître, repérer. Et c'est une lecture très… on est assez satisfait lorsqu'on reconnaît soit une référence ou un détournement. Un peu comme un jeu de piste? Un peu comme un jeu de piste, oui, tout à fait. Lire Roubaud, c'est vraiment prendre part à un jeu de piste. Et là, c'est aussi un aspect qui est olympien, finalement. J'ai l'habitude de jouer et, disons, le jeu qui est une activité extrêmement répandue de l'animal à l'humain est aussi une activité que l'on peut poursuivre dans la poésie, dans la composition poétique. Et donc, j'ai beaucoup l'habitude de jouer. Mais bien entendu, il y a une interprétation peut-être péjorative des poètes ou des compositeurs de littérature qui jouent. On dit « ce n'est qu'un jeu ». Ce n'est qu'un jeu. Moi, je pense qu'on peut jouer et en même temps, au fond, essayer d'atteindre quelque chose qui dépasse le seul aspect ludique. Est-ce qu'on peut, et si oui, dans quelle tradition humoristique est-ce qu'on peut inscrire le texte de Roubaud? Je pense que le texte de Roubaud s'inscrit dans une tradition assez spécifique de l'humour médiévaliste, c'est-à-dire de cet humour qui permet de concilier à la fois rire et érudition.
L'exemple le plus parlant, c'est celui de Sacré Graal des Monty Python, où on a cette fameuse scène très célèbre avec ces noix de coco qui vont imiter le son, remplacer le son du cheval. Hold! Who goes there? It is I, Arthur, son of Uther Pendragon from the castle of Camelot, King of the Britons, defeater of the Saxons, sovereign of all England. Pull the other one. I am, and this is my trusty servant Patsy. We have ridden the length and breadth of the land in search of knights who will join me in my court at Camelot. I must speak with your lord and master. What, ridden on a horse? Yes. You're using coconuts. What? You've got 2 empty halves of coconut and you're banging them together. So? Ce moment incongru, mais c'est aussi un coup de génie, va effectivement amener ce rire. Il y a aussi le fait de, là encore, jouer avec les anachronismes. On a aussi énormément de liens avec le présent. Il y a un côté à la fois burlesque, à la fois absurde qu'on retrouve dans ce film. Et chez Roubaud, il y a des choses qui peuvent nous rappeler effectivement le film des Monty Python, notamment la tonalité, les différentes répliques entre les personnages, le sarcasme du personnage du sénéchal Queux, qui amène une certaine critique dans le texte de Roubaud. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ce personnage-là, dans les sources, est déjà très sarcastique, où il incarne un peu cette mauvaise humeur. Donc là, à partir de ce personnage, on va avoir vraiment des répliques qui vont un peu désamorcer l'aspect un peu trop sérieux et amener une autre part humoristique en plus des différents jeux anachroniques. Dans la culture populaire francophone, ça me fait aussi penser à Camelot, qui au début des années 2000, c'est-à-dire là où en fait Graal Théâtre va sortir pour son ultime version, va connaître aussi un succès absolument foudroyant. Est-ce que là aussi on peut créer des liens ? On peut créer ces mêmes liens avec l'œuvre d'Alexandre Astier, où là encore Alexandre Astier est quelqu'un d'extrêmement érudit. Il connaît aussi très bien les sources et la manière dont il les interprète et dont il va les réécrire finalement. On retrouve effectivement de nouveau ce processus entre le rire et l'érudition, cet humour, ce décalage, mais qui est finalement toujours juste. Donc il y a une certaine continuité entre les Monty Python, Roubaud et Astier. On se place dans une tradition qui est très similaire, voire la même, et qui caractérise aussi très bien cet humour médiévaliste, où on va vraiment récupérer d'une manière très intelligente ces sources du Moyen-Âge, sans nécessairement les dénaturer, mais en amenant cette valeur ajoutée qui est l'humour. C'est jamais un humour qui va se moquer du Moyen-Âge. On va rire avec le Moyen-Âge ou on va rire comme au Moyen-Âge. Et généralement, ça permet d'ouvrir une réflexion sur notre présent plus que sur le Moyen-Âge. Donc on a comme une distance, comme un déplacement qui finalement, on va rire de notre présent, mais avec le Moyen-Âge. Qu'est-ce que c'est, le Graal ? Vous savez pas vraiment. Et moi non plus. Et j'en ai rien à cirer. Regardez-nous. Il n'y en a pas 2 qui ont le même âge. Pas 2 qui viennent du même endroit. Des seigneurs, des chevaliers errants, des riches, des pauvres. Mais, à la table ronde, pour la première fois de toute l'histoire du peuple breton, nous cherchons la même chose. Le Graal. C'est le Graal qui fait de nous des chevaliers. Des hommes civilisés, qui nous différencient des tribus barbares. Le Graal, c'est notre union. Le Graal, c'est notre grandeur.
Question peut-être plus générale pour la spécialiste du médiéval que vous êtes. C'est drôle, la littérature médiévale? C'est pas forcément le premier qualificatif qui vient. Ah oui, c'est très drôle, la littérature médiévale. Oui, bien sûr, il y a des textes tels que des fabliaux qui sont faits pour rire. Le roman de renard, par exemple, là aussi, on a du comique. Il y a une question quand même, c'est le fait qu'on ne va pas forcément rire de la même façon au Moyen-Âge que maintenant. Enfin, des choses qui peuvent paraître très drôles au Moyen-Âge nous paraissent peut-être plus grossières et moins drôles maintenant. Des choses aussi qui peuvent nous paraître très sérieuses avaient un potentiel comique pour les médiévaux. Donc il y avait aussi cet aspect-là. Donc la question du rire est vraiment une question très intéressante et aussi très délicate parce qu'il y a une certaine subjectivité et un certain lien avec l'époque en question. Pour moi, un poème du XVIe siècle auquel je tiens est un poème d'aujourd'hui, c'est-à-dire au moment même où je le regarde, où je l'entends dans ma tête, où je le dis à voix haute. Ce poème est un poème de maintenant. Et le fait qu'il ait été aussi dit et entendu 200 ans avant ne change rien. La poésie est maintenant. C'est pourquoi quand même le temps principal, c'est le présent. Vous avez aussi beaucoup travaillé sur cette tension entre le passé et le présent. Qu'est-ce qui ressort et qu'est-ce qu'il nous dit à travers le texte de Roubaud du présent ? C'est vrai que ça, c'est presque un des fils rouges de mes recherches, de faire dialoguer le passé et le présent. Le passé permet de nous décentrer pour ramener des perspectives nouvelles sur le présent. Une chose que nous dit Roubaud par l'acte d'écriture en soi, c'est qu'il va passablement critiquer la postmodernité, en disant mais finalement la postmodernité n'a rien inventé. Enfin, il le dit, le roman le plus post-moderne, c'est le Lancelot en prose finalement. Donc dans sa façon de créer, de composer, on retrouve effectivement des processus de production qui ne peuvent nous paraître originaux, mais qu'en fait existaient déjà au Moyen-Âge. Donc il y a aussi toute la conception de l'auteur, de l'importance de l'auteur. Donc Barthes parle de la mort de l'auteur. Le Moyen-Âge n'a pas encore vu la naissance de l'auteur. Donc là aussi, on a une relation par rapport au texte et par rapport à l'auteur qui est différente. Quand on travaille sur des textes du Moyen-Âge, on considère le texte parce que la plupart du temps, on ne connaît pas l'auteur. Et c'est un texte et on ne connaît pas l'auteur. Et les médiévaux ne connaissent pas la notion ni de plagiat ni de droit d'auteur. Donc on peut effectivement se réapproprier d'une manière ou d'une autre ce qui a déjà été écrit. Et d'ailleurs, on doit se réapproprier ce qui a déjà été écrit parce que pour les médiévaux, la création ex nihilo n'est l'œuvre que de Dieu. Donc on ne va pas commettre ce péché d'orgueil et se comparer à Dieu en disant je crée quelque chose qui n'existe pas. Donc à chaque fois, on va devoir se rattacher à une autorité et en apporter, si on veut, une plus-value. Soit parce que on a besoin de réactualiser ce texte parce qu'il a été écrit en latin puis qu'on ne comprend plus le latin. Enfin, il y a quelque chose qu'on apporte en plus, mais on n'est pas dans l'invention pure. Et c'est par l'acte d'écriture que Roubaud essaye de montrer que finalement la création contemporaine ou postmoderne n'est pas si nouvelle que ça. Elle s'écarte peut-être de la modernité, mais elle revient plus directement à la pré-modernité qu'à la modernité. Il y a un texte aussi de Jacques Roubaud sur lequel vous avez beaucoup travaillé. Je crois que vous travaillez même en ce moment dessus. C'est le Chevalier Silence, qui est en fait une réécriture du roman de Silence de Eldris de Cornouailles du XIIIe siècle. Vous me dites si je me trompe. Pourquoi ce texte vous intéresse particulièrement ?
Alors, j'ai commencé à travailler sur Jacques Roubaud par ce texte, et c'est un texte qui ne m'a jamais quittée depuis que je travaille sur Jacques Roubaud. Il se présente effectivement comme une réécriture du roman de Silence d'Eltrice de Cornouailles, daté du XIIIe siècle ou de la fin du XIIe siècle. Là, il y a une question de datation qui a été revue. Déjà, le roman de Silence en soi est extrêmement moderne, ou en tout cas fait écho à nos problématiques contemporaines, parce qu'il s'agit d'une fille qui va être élevée comme un garçon. Donc pour des questions d'héritage, les parents de la jeune Silence, quand ils découvrent que l'enfant est une fille, vont la faire passer pour un garçon afin de ne pas perdre leur terre. Et il y a toute une réflexion dans ce roman de Silence, de savoir quelle est la meilleure condition, si c'est d'être un garçon ou une fille. Et à l'âge de la puberté, disons, Silence a ce sort de débat interne guidé par culture et nature. Elle se rend compte qu'en fait, la condition des hommes est bien meilleure que celle des femmes. Donc, pourquoi est-ce qu'elle va s'abaisser à une condition inférieure alors qu'elle peut avoir cette meilleure condition? Et donc, elle décide de devenir d'abord jongleur, parce que, ça c'est intéressant, c'est un entre-deux, puisque l'activité du jongleur, c'est le chant. Donc c'est une activité qui va aussi bien aux filles qu'aux garçons. Donc elle se dit, si je retrouve ma condition de femme, au moins je serai capable de chanter, je maîtriserai cet art. Et ensuite, elle va devenir chevalier pour, à la fin, retrouver bien sûr sa condition de femme. Mais il y a toute une réflexion et tout un parcours de l'ordre de la transidentité. Et Jacques Roubaud réécrit ce texte, donc il le réécrit en 1997. Sachant que c'est un grand lecteur et qu'il lit aussi l'anglais, il a très certainement eu vent des travaux qui ont été faits sur le roman de Silence en anglais, parce que ce roman a été surtout étudié par des chercheurs américains et anglophones. Dans cette effervescence du post-structuralisme, des approches genre, queer, etc. Donc on se place vraiment à cette période-là avec le Chevalier Silence. Ce qu'il propose dans sa réécriture, ce n'est pas... alors oui, il y a la question de la transidentité, mais il y a aussi la question de la neutralisation totale du genre, où Silence est en fait élevé avec son frère de lait Valvine, et ils sont tous les deux élevés dans l'indifférence des sexes. Donc ils sont frères et frères ou sœurs et sœurs, ils ont soit les cheveux longs, soit les cheveux courts, mais ils se ressemblent vraiment comme deux gouttes d'eau, mais rien ne les différencie. Donc effectivement, ces questions, en tout cas aujourd'hui, ont une importance considérable, bien évidemment un grand intérêt. Et ces questions de genre dans la littérature médiévale, est-ce que c'est le seul exemple? Est-ce qu'il y a d'autres textes qui traitent de cette question-là? À partir du XIIIe siècle, on a cette thématique qui apparaît dans la littérature médiévale. Moi, je travaille essentiellement la littérature médiévale française. Et donc, à partir du XIIIe siècle, c'est ce qu'on voit apparaître dans la littérature médiévale française. Ces questions de transidentité, où effectivement, généralement, une héroïne va prendre les habits masculins pour échapper à sa condition, mais aussi échapper à un mariage forcé, échapper à différents types de violences, si on veut. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a ça dans des textes profanes, de fiction, mais on a aussi toute une tradition de ce parcours de vie dans des vies de saintes, donc dans la géographie, où on a à peu près une dizaine de saintes qui vont prendre l'habit masculin. Et ça a donné lieu à un texte en particulier que vous étudiez, je crois. Mes recherches actuelles se portent essentiellement sur ces saintes trans. Donc il y a plusieurs textes, il y a plusieurs saintes, et on a des versions au XIIIe siècle de vie autonomes qui comptent à peu près 1000 vers
chaque texte. Les vies les plus connues, ce sont celles de Sainte Marine, Sainte Eugénie, Sainte Euphrosyne. On retrouve surtout ces vies dans la légende dorée de Jacques de Voragine. Donc là, on est plutôt dans la littérature liturgique et on s'éloigne un tout petit peu de la littérature profane. Oui, alors tout à fait. La géographie, la question des vies de saints, notamment la légende dorée, on est dans la littérature sacrée, dans la littérature liturgique, qui va servir généralement le prêche, l'édification des fidèles. Et on a bien sûr toute une tradition de vie de saints et de saintes qui sont soit admirables, soit imitables, qui constituent des modèles. Des modèles de parcours de vie, d'exemples à suivre ou simplement des modèles qu'on va admirer, etc. Donc il y a vraiment ce culte des saints qui domine tout le Moyen-Âge, donc une culture aussi très populaire finalement. Et ce qui est assez intéressant, c'est que peut-être que les saints les plus connus, c'est les martyrs, ceux qui endurent des tourments, des choses comme ça. Mais on a aussi une tradition, notamment grecque et byzantine, de parcours de saintes qui sortent un peu du lot, disons. Généralement parce qu'elles veulent garder leur chasteté, protéger leur virginité, éviter un mariage forcé, et vraiment se tourner entièrement à la religion, au Christ, décident de prendre l'habit généralement du moine et d'entrer au monastère. Et là, la plupart vont vivre au monastère jusqu'à leur mort, et c'est seulement soit avant leur mort ou au moment de la mort où on découvre en fait que ce sont des femmes. Bien sûr, pendant ce séjour au monastère, il y a généralement des intrigues, il y a des accusations, des fausses accusations de viol, des choses de ce genre. Et, excepté Sainte Eugénie, mais les autres saintes ne vont pas avouer qui elles sont réellement. Elles vont simplement endurer les pénitences à l'image du Christ qui se sacrifie pour les autres, etc. Donc il y a vraiment cette imitation christique. Et une fois qu'on découvre la vérité, qu'elles sont en fait femmes, c'est là où on reconnaît leur sainteté, leur vertu, leur patience, etc., etc. Donc voilà, il y a cette tradition de texte qui date déjà du 5-6e siècle, donc dans un Moyen-Âge plutôt byzantin, qui réapparaît en tout cas en Europe au XIIIe siècle avec les légendiers de la légende dorée ou du miroir historial. Et on se rend compte en fait que ces vies de saintes connaissent un certain succès, puisque là aussi elles vont être écrites et réécrites, et qu'elles vont aussi influencer la littérature profane en fait. Donc il y a cette communication entre cette littérature sacrée et cette littérature profane par rapport à ce parcours de transidentité. On arrive gentiment au bout de cet entretien. Sur quoi est-ce que vous travaillez aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, justement, je travaille sur ces vies de saintes, sur la question de la transidentité. Alors certes, là encore, on a un anachronisme, mais disons que c'est une notion qui permet d'entrer dans ces textes tout en prenant en considération les précautions par rapport à cet anachronisme, mais simplement de questionner cette prise de l'habit de l'autre sexe, qui est, alors j'avais oublié de le dire, mais qui est quand même un interdit biblique, et de retrouver ça dans des textes qui nous présentent des vies de saints qui sont admirables et imitables, ça questionne aussi. Et j'interroge aussi ces vies de saints par des notions un peu plus théologiques, telles que la question de la vérité spirituelle, entre ce corps qui est caché, entre le visible, l'invisible, entre les vertus, les vices, etc. Et puis aussi la notion de la grâce, et de voir comment en fait finalement ce trouble du corps est un phénomène de grâce divine, spirituelle. Si aujourd'hui, pour aller plus loin, on a envie de découvrir ou de redécouvrir le travail de Roubaud, la spécialiste que vous êtes nous conseille de commencer par quels ouvrages ? Alors moi, je conseille toujours de commencer par Le Chevalier Silence, parce que déjà, c'est un texte qui n'est pas très long, donc il est facile d'accès, disons. Il fait moins peur
Graal Théâtre ou encore le Grand Incendie de Londres. On y entre très vite. Comme je dis, il y a toujours plusieurs niveaux de lecture. On peut vraiment le lire au premier niveau et comprendre le texte et avoir beaucoup de plaisir en raison de la trame narrative, en raison de la tonalité du texte, de l'humour, parce qu'effectivement, il y a quand même beaucoup d'humour aussi dans ce texte. Et puis finalement, c'est une aventure. Donc, on est dans le roman d'aventure. En plus, de quelques questions contemporaines qui peuvent être soulevées. Merci beaucoup, Laetitia Dain. Merci à vous. Je rappelle le titre de votre thèse qui vient d'être publiée aux éditions Drault, La légende du Graal chez Jacques Roubaud, une réécriture diverse et unifiante. Pour aller plus loin sur ce sujet, il y a bien sûr la thèse, mais vous trouverez également en description de ce podcast une bibliographie. Et s'il vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir les travaux d'autres chercheuses et chercheurs. Merci de nous avoir suivis dans ce nouvel épisode du podcast de la Faculté des Lettres de l'Université de Lausanne. À très vite pour de nouvelles passionnantes du monde de la recherche en lettres.